Place à Interface, votre magazine, après avoir suivi le premier numéro de ces nouveaux magazines sur les antennes de votre chaîne, à la rencontre directe avec Louis-France Kouzekissa, la présentation de Nathan Kianza et Birkala Tanyamouwadi, c'est l'heure pour Interface. Messieurs et dames, tout au long de cette émission, on va revenir sur l'affaire Augustin Matata Mponyo à la justice. Oui, Matata Mponyo, l'ancien premier ministre congolais qui doit répondre de ces actes accusés par l'État congolais concernant cette affaire de Bukangalonjo, cette affaire qui est passée par la Cour constitutionnelle à l'époque du professeur Dieudonné Kalouba, ancien président de la Cour qui s'était déclarée incompétente avant de renvoyer ça, voulais-je dire, à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, à son tour, a pour la énième fois renvoyé ça à la Cour constitutionnelle après des changements, la coordination au niveau de la Cour. Quelle est la suite de ces dossiers? Matata Mponyo sera-t-il jugé ou pas? Est-ce qu'il y a une juridiction précise pour juger, pour déférer un ancien Premier ministre ou bien encore un ancien président? L'arsenal juridique de notre pays, la République démocratique du Congo, on en parle dans cette émission. On va revenir aussi sur l'affaire Modéron Timba, cet ancien ministre du Tourisme, vous le savez, qui est sur le banc à des accusés, on l'accuse d'imputation dommageable, il faut avouer, concernant un audio qui a circulé sur les réseaux sociaux où l'ancien ministre du Tourisme revenait sur la mort de l'ancien ministre des Transports, Chérubin Okende. Toutes les réponses concernant ces questions à tout à l'heure dans ces magazines Interface. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Rolonlay, bonsoir aux téléspectateurs ainsi qu'à notre invité du jour. Alors une fois encore, on sera scientifique avec notre invité du jour, comme ça a toujours été le cas à l'accoutumée. Messieurs et dames, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Ces questions, nous recevons pour vous, pour les réponses, maître Cédric Ntumba. Bonsoir maître. Bonsoir, merci. Vous allez bien maître? À merveille. Alors, d'entrée des jets, j'aimerais qu'on ne puisse pas dévoiler ou bien nous habiller des colorations politiques, mais on va rester purement scientifique, avec beaucoup de justesse, beaucoup de véracité, voulais-je dire, pour évoquer, pour parler, pour analyser, pour faire comprendre à ceux qui nous suivaient en ce net moment la suite de ces dossiers, d'abord concernant la condamnation et concernant l'ancien Premier ministre Matata Mponyo qui normalement doit revenir à la justice au mois d'avril après ces décisions qui ont été prises au mois de septembre 2023, la Cour qui s'était déclarée incompétente. Je le disais horriblement de cette émission, la Cour avait renvoyé cette affaire à la Cour de cassation. La Cour de cassation, pour son tour aujourd'hui, revient faire encore la main en culpa pour renvoyer ça à la Cour constitutionnelle. Comme juriste, vous, d'une manière générale, quelle analyse pouvez-vous faire de ces dossiers, de cette affaire au niveau de la justice congolaise, d'Augustin Matata Mponyo, ancien Premier ministre de notre pays? Merci beaucoup, monsieur Daniel Roland, pour la question. Je crois que sur cette question, il n'y a pas d'amalgame à faire. Peut-être que lorsque on prend, on se colore politiquement, c'est ainsi qu'on a des points de vue parfois qui s'écartent largement ou qui se distancient largement de la science. En réalité, l'écriture de la loi ou de la constitution sur la question est d'autant plus claire que cela n'appelle pas sujet à interprétation. L'article 164 est clair en la matière. La Cour constitutionnelle, bien avant qu'elle ne statue sur la question actuellement, vous l'avez même rappelé que le président Dieudonné Kalouba, qui avait bien et bien présidé la chambre qui statuait sur le dossier, s'était déclaré incompétent. C'est-à-dire il a déclaré la Cour incompétente. Et c'est justement parce que la défense de Matata Mponyo cherchait bel et bien les premiers ministres dans la salle et ne le voyait pas. Comment ça? Justement parce que l'article qui prévoit
la poursuite ou la condamnation de Matata Pogno dit clairement que la Cour constitutionnelle est compétente pour juger le président de la République et les premiers ministres. Et donc, il voulait nécessairement que l'article de la Constitution puisse aussi prévoir la procédure par laquelle un ancien Premier ministre peut être soumis à une poursuite bien précise pour des infractions commises pendant qu'il était Premier ministre. Et cela n'étant pas prévu, c'est-à-dire il n'existe pas une disposition légale qui admet la poursuite d'un ancien Premier ministre après l'exercice de sa fonction. Mais c'est question de la logique dans les raisonnements. Parce que lorsqu'on pose mal le prémisse, on tire toujours une mauvaise conclusion. Scientifiquement, je crois qu'il n'y a pas... le contenu de ces articles ne sont pas complexes. Comment ça? À première vue, la Constitution prévoit que la Cour constitutionnelle est compétente pour juger le président de la République et les premiers ministres pour des infractions de haute trahison, des délits d'initié, d'outrage, n'est-ce pas, au Parlement, ainsi que d'atteinte à l'honneur ou à la probité. Cet article est parti encore plus loin pour dire que la Cour constitutionnelle est aussi compétente pour juger le Premier ministre et les présidents de la République pour des infractions de droit commun commises pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Cet article, excusez-moi, cet article ne s'est pas seulement limité là. Cet article a prévu, dans l'un de ses alinéas, que pour les infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de sa fonction, le Premier ministre et les présidents de la République seront poursuivis après l'exercice de leur fonction. Donc, la Constitution dit, pour les infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de leur fonction, les poursuites sont suspendues. La prescription aussi. Précisément pour ces derniers cas, un Premier ministre qui tue son enfant Daniel Roland à la maison, il commet les meurtres, mais il ne les commet pas pendant qu'il exerce sa fonction. Cet acte de meurtre commis à la maison n'est pas un acte commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou pendant l'exercice de cette dernière. C'est ainsi que pour ces infractions-là, les constitutions disent leur poursuite, n'est-ce pas, la poursuite est suspendue et la prescription aussi. Ça veut dire quoi, monsieur Daniel Roland? Lorsque le Premier ministre commet une infraction pendant qu'il exerce sa fonction, les constitutions n'ont pas dit que les poursuites doivent être exclusivement entamées pendant l'exercice de sa fonction, de telle sorte que si le procureur général, après la Cour constitutionnelle, ne venait pas à entamer ces poursuites-là, le Premier ministre est dispensé de ces poursuites. Nulle part il est dit, M. Daniel Roland. Ça veut justement dire que si aussi nous, en tant que juristes, en tant que procureur général, ainsi de suite, on veut poursuivre les premiers ministres pour une infraction commise pendant l'exercice de sa fonction, mais la poursuite va être entamée après l'exercice de cette fonction, la défense de Matata Pogno estime que cette poursuite-là ne peut pas en réalité être exercée parce qu'il n'est plus Premier ministre. Or, nous n'allons pas nous fourvoyer là-dessus parce que la Constitution elle-même ne pouvait pas prévoir la procédure par laquelle un ancien Premier ministre est soumis à la poursuite pour autant que la qualité éventuelle
qui émaillerait bien entendu la personne du Premier ministre après l'exercice de sa fonction n'est pas connu. Les premiers ministres, quand ils quittent son poste de Premier ministre, en principe, il devient une personne ordinaire. C'est le cas de M. Bruno Tshibala. Il n'est plus Premier ministre. Il n'est pas non plus député. M. Bruno Tshibala, être ancien Premier ministre n'est pas un titre honorifique. N'est pas une qualité spéciale prévue par la loi. C'est comme un député qui, par exemple, commet une infraction pendant l'exercice de sa fonction. Le député quitte, n'est-ce pas? Il n'est pas, excusez-moi, le député n'est pas élu. Vous voulez que nous ne puissions pas poursuivre ces députés. Mais être député honoraire n'est pas une qualité spéciale créée par la loi, soumise aussi, dont la poursuite est soumise à certaines règles ou formalités spéciales. Puisque si la Constitution a admis le poursuite d'un ancien Premier ministre pour des infractions commises en dehors de l'exercice de sa fonction, c'est que la Constitution savait que la Constitution n'a pas prévu la règle à laquelle dépendent les poursuites à entamer contre l'ancien Premier ministre, justement parce que l'ancien Premier ministre ne vaut pas qualité ou titre honorifique. Justement parce que être Premier ministre, quand on n'est plus, la règle de poursuite, lorsqu'elle n'est pas spécialement prévue par la loi, elle doit se conformer à la nouvelle ou actuelle qualité de l'agent. L'infraction, pour qu'elle ne soit pas poursuivie, il faut que cette infraction puisse au moins soit faire l'objet d'une prescription. C'est-à-dire, même dans les cas où la prescription y est, on poursuit, mais ça n'aboutira pas. Pourquoi, madame, ça n'aboutira pas? Justement parce que la loi a posé certains contennements, certaines barrières, certains freins, en ce sens qu'elle dit, quand vous êtes Premier ministre, pour que vous ne soyez pas poursuivi après l'exercice de votre fonction, pour les infractions commises, excusez, pour les infractions commises pendant l'exercice de cette fonction-là, les constitutions, les lois de la République veulent, le code pénal bien sûr, veulent que l'infraction commise puisse faire l'objet de la prescription, c'est-à-dire qu'elle perde sa vigueur dans le temps. Parce que quand vous commettez une infraction commise de 20 ans d'emprisonnement, monsieur Daniel Roland, la loi dit que votre poursuite serait, n'est-ce pas, la poursuite va expirer. On ne va plus vous poursuivre lorsqu'il s'écoulerait un délai de 10 ans sans que vous ne soyez inquiété par les organes de poursuite. Alors, maître, je vous relance, vous continuez. Au début, vous revenez, vous citez des éléments quand même importantissimes, où, quand vous dites des infractions de haute trahison pour poursuivre un président ou un ancien Premier ministre. Vous avez encore énuméré les infractions du droit commun. Est-ce que vous pouvez faire comprendre à ceux qui nous suivent en ce moment, à quel moment peut-on parler des infractions du droit commun? Est-ce que dans les dossiers, dans cette affaire de Matata Mponyo, concernant les détournements liés à Bukanga Lonjo, y a-t-il des signaux d'une infraction du droit commun qu'aujourd'hui la justice congolaise peut se dire, prendre la décision de poursuivre Matata Mponyo? Bien, il y a aussi des signaux, ou bien des signaux ici sur la haute trahison, qu'aujourd'hui la justice peut se dire, eh bien, comme il y a haute trahison, et même si il n'est plus Premier ministre, mais comme il y a des infractions de haute trahison, nous pouvons les poursuivre sans regret ni remords. Merci beaucoup pour la question. Donc, je crois bien que, répondant
y répondant insidieusement, je peux directement vous dire que l'infraction de droit commun, c'est une infraction ordinaire que toute personne peut commettre. Mais la haute trahison, par exemple, comme vous la citez comme infraction, c'est une infraction politique. Donc, vous voyez, quand le président, par exemple, viole intentionnellement la Constitution qualifie cet acte de violation intentionnelle de ces dispositions par les présidents ou les premiers ministres comme une infraction de haute trahison. Détournement des fonds publics, c'est une infraction de droit commun. Les détournements des deniers publics, excusez, c'est une infraction de droit commun. Mais la Constitution est claire. Pour l'infraction de droit commun commise pendant l'exercice de sa fonction et à l'occasion de l'exercice de celle-ci, les poursuites, n'est-ce pas, peuvent être entamées. Mais les constituants ont envie de protéger la fonction. Vous voyez le privilège qu'incarne la fonction du Premier ministre. Le constituant n'a pas voulu, au fait, qu'une infraction peut-être d'ordre privé qui n'a pas de lien direct avec la fonction du Premier ministre puisse bouleverser le fonctionnement normal d'un État parce que la politique d'une nation est fixée par les premiers ministres et exécutée par les gouvernements. Voyez-vous? Et les premiers ministres et les chefs du gouvernement. Si, parce qu'il t'a giflé à la maison, nous devons le poursuivre, vous voyez combien on met en péril, n'est-ce pas, toute une institution. Et les conscients a voulu que pour des infractions qui n'auront pas de lien direct avec sa fonction de Premier ministre, que la poursuite ne soit entamée qu'après l'exercice de cette fonction-là. Alors, si Matapogno, par exemple, parce que l'appréciation relève de la Cour constitutionnelle, le ministère public, lorsqu'il instruit les dossiers et qu'il réalise que l'affaire de Boukan Alonso a bien entendu des éléments objectifs qui poussent à conclure qu'il s'agit bel et bien des infractions commises pendant l'exercice de sa fonction et que l'infraction en question est qualifiée par les ministères publics, une qualification provisoire des détournements des deniers publics, le Matapogno est poursuivable. Maintenant, je rentre, n'est-ce pas, au sujet qu'il avait évoqué au début. Je vous ai dit une chose, chère madame, que si les constituants a prévu, n'est-ce pas, la poursuite de Matata Ponyo, c'est-à-dire de l'ancien Premier ministre, il a en tout cas prévu la procédure par laquelle un ancien Premier ministre peut être poursuivi lorsqu'il commet une infraction. Il dit, écoutez, quand il est en fonction, voici la procédure. Il faut réunir, excusez, il faut que les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès. Il faut qu'il y ait vote, n'est-ce pas, de sa poursuite par les 2 tiers des membres composant le congrès. Mais bien entendu, c'est là, avant de procéder par la mise en accusation, il faut d'abord procéder par une autorisation de poursuite. Voyez-vous? Alors, vous voyez que, certes, les procédures sont un peu rigoureuses pour poursuivre un ancien Premier ministre. Un Premier ministre, je dis bien, en exercice. Mais qu'à cela ne tienne, nulle part les constitutions a rendu impossible le poursuite d'un ancien Premier ministre. Il n'a pas réglé la question de la poursuite d'un ancien Premier ministre. Monsieur Daniel Rolland. Monsieur Daniel Rolland. Ça, on peut parler d'une erreur énorme. Moi, je ne dis pas une erreur. Je ne dis pas une erreur. J'ai dit, le Constitution ne laisse pas une chose, n'est-ce pas, avec extrême légèreté. Non. Quand il laisse, c'est parce qu'il y a une raison. Je vous ai dit que la règle de l'incrimination, lorsque la Constitution dit l'infraction existe par tel élément et que dès lors que vous commettez, n'est-ce pas, cette infraction-là, vous serez puni à une peine telle, cette infraction est dit déjà existante. Mais nous savons aussi bien que toute poursuite doit aussi être conforme à la règle de procédure. Parce que pour poursuivre une infraction, il faut suivre une procédure bien précise. Pour le Premier ministre et les présidents de la République, pendant qu'ils exercent leurs fonctions, la Constitution a prévu une procédure. Mais monsieur Daniel Rolland, chère madame, c'est tout à fait un leurre d'avoir laissé pour compte la procédure à laquelle le Premier ministre pouvait être poursuivi quand il n'est plus. J'ai dit non. Non, pourquoi? Parce que la règle de procédure n'exempte pas, en fait, ne fait pas éteindre l'infraction. L'infraction existe. Ça, c'est le 1. De 2.
Lorsque vous êtes Premier ministre et que vous commettez des infractions pendant l'exercice de votre fonction, les constituants savaient, je le répète encore, que après l'exercice de votre fonction, vous n'avez pas une qualité spéciale, monsieur Daniel Rolland. Ancien Premier ministre. Citoyen ordinaire comme tout le monde. Exactement. Ancien Premier ministre, ancien député, ancien sénateur. Lorsque vous avez refusé de poursuivre un sénateur qui vous avait blessé, n'est-ce pas, pendant le mandat, s'il n'est plus sénateur, vous partez les poursuivre, on ne vous dira pas qu'étant donné que excusez, qu'étant donné que la poursuite n'a pas été entamée à l'occasion de l'exercice de son mandat de sénateur, vous ne pouvez plus le poursuivre. Non, il y a une seule règle, madame. C'est que pour qu'il ne soit pas poursuivi, parce que sénateur, il redevient un citoyen ordinaire. Si nous suivons la logique à laquelle veulent nous incruster, n'est-ce pas, le défendeur de Mata Pogno, on risquerait, monsieur Daniel Rolland, de chercher, de ne pas poursuivre, de cristalliser une impunité. De ne pas poursuivre tous ceux qui exercent une fonction publique et qui commettent des infractions pendant l'exercice de cette fonction et qu'après l'exercice de celle-ci, on ne pourra plus les poursuivre parce que les constitutions ou la règle doit normalement et expressément prévoir la possibilité de les poursuivre et la procédure à laquelle ils seront poursuivis. Alors que les constituants, quand ils prévoient la poursuite pour Mata Pogno, ils règlent la question pendant qu'il exerce sa fonction dans l'hypothèse où les poursuites veulent être entamées pendant l'exercice de celle-ci. Mais quand il ne règle pas cette question-là et que Mata Pogno n'est plus Premier ministre, il devient comme M. Tchibala, n'est-ce pas? Tchibala, il n'est pas député, il n'est pas sénateur, il est un citoyen ordinaire comme M. Daniel Rolland l'a dit. Alors, un citoyen ordinaire, on veut te poursuivre. On te poursuit en vertu de quelles règles? On dit, vous devenez un citoyen ordinaire, vous allez être poursuivi devant votre juge naturel. Mais, attention, monsieur Daniel Rolland, si nous devons poursuivre Mata Pogno en tant que Premier ministre à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas en réalité en vertu du principe du juge naturel du moment de la poursuite. C'est beaucoup plus en vertu du principe de l'attribution expresse des compétences. C'est-à-dire, ici, les conscients est clair. Il a dit, pour les infractions de droit commun commises à l'occasion ou pendant des fonctions, la Cour constitutionnelle est compétente. Donc, il y a une attribution expresse des compétences à la Cour constitutionnelle. C'est comme, par exemple, je donne un exemple, un bourgmestre qui commet une infraction pendant qu'il est bourgmestre, il devient directeur. Le directeur, il est justiciable de la cour d'appel et non du tribunal de grande instance. On poursuivra les bourgmestres en tant que bourgmestre devant la cour d'appel et non devant les tribunaux de grande instance. Comme ce fut le cas avec le bourgmestre des Exactement. Des Donc, je donne un exemple simple, monsieur Daniel Rolland, pour justement faire comprendre aux gens, scientifiquement parlant, si on suit la logique de la prévision expresse de règles de procédure après l'exercice d'une fonction, parce qu'on est ancien Premier ministre, on risquerait de ne poursuivre aucune infraction que commettraient ceux qui exercent certaines fonctions publiques. Moi, j'ai dit, quand vous n'êtes plus, sous réserve, bien entendu, d'une disposition légale expresse qui prévoit la poursuite d'un ancien, n'est-ce pas, Premier ministre, que cette poursuite dépend de tel. Je m'en vais vous donner un exemple, monsieur Daniel Rolland. Si en réalité, le constituant entendait ne pas voir les premiers ministres et les présidents de la République ne pas être poursuivis après l'exercice de leurs fonctions, la loi de 2018 portant statut des anciens chefs de l'État et des anciens chefs constitués n'aurait pas non plus prévu, en son article 7 et 8, la dispense expresse et absolue de poursuite d'un ancien président de la République pour des infractions commises pendant ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. C'est simple, madame. Ça veut justement dire, la loi là dit, si le constituant a permis que l'on poursuive le président de la République pour les infractions de droit commun commises pendant l'exercice de sa fonction,
c'est bien, mais cette loi vient dire, pour ces infractions prévues par la Constitution, dès que lui quitte le poste du Premier ministre, chère madame, il ne peut plus être poursuivi. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland, si à l'hypothèse, en tout cas dans l'hypothèse la plus improbable, où l'on croirait, on prendrait pour vrai l'interdiction, le fait pour les constituants de n'avoir pas prévu la procédure d'un ancien Premier ministre constitue une dispense. C'est que cette loi n'aurait pas prévu la dispense expresse dans l'une de ses dispositions, article 4. Voyez-vous, je vous ai bien dit que ici, les constituants ont prévu excusez-moi, les constituants ont prévu des immunités absolues après l'exercice de la fonction. En aucun cas, vous verrez un ancien président être poursuivi. Mais cette loi-là, madame, ne dit pas que cet avantage que bénéficie le président de la République après l'exercice de sa fonction, de ne pas être poursuivi pour les infractions commises, n'est-ce pas, durant son mandat, n'accorde pas cette loi n'accorde pas cet avantage au Premier ministre. Voyez-vous, M. Roland? Alors, quand cette loi n'accorde pas cet avantage au Premier ministre, doit-on conclure qu'il ne peut pas être poursuivi? Non, madame. Je vous ai dit que la règle de poursuite d'un ancien Premier ministre n'est pas à chercher ailleurs ou dans la Constitution. Et le fait pour les constituants de n'avoir pas donné expressement la règle de poursuite d'un ancien Premier ministre, ce n'est pas aussi, il n'a pas tort, parce que l'ancien Premier ministre n'est pas une qualité. Okay, être un Premier ministre, excusez-moi, être un Premier ministre honoraire n'est pas une qualité expressement prévue par la loi. Mais Bruno Tshibala, c'est un citoyen ordinaire. L'infraction commise pendant l'exercice de sa fonction, il peut en être poursuivi. Mais à quelle procédure? La règle de poursuite d'une infraction non prescrite, c'est conforme, n'est-ce pas? Et c'est conforme à la qualité actuelle de l'agent et non à sa qualité ancienne. Vous me poserez une question insidieuse de savoir peut-être. Mais maître, la Constitution prévoit la déchéance. Elle dit lorsque vous viendrez à condamner le Premier ministre, vous devez le déchoir. Cette procédure-là, c'est exclusivement rattaché à un Premier ministre en exercice. Je vous répondrai en vous disant, Monsieur Daniel Roland et chère Madame, que les constituants prévoyaient bel et bien, avaient prévu l'hypothèse de la poursuite d'un Premier ministre en exercice. Auquel cas, n'est-ce pas, il devrait aussi prévoir sa déchéance. Mais, n'ayant pas prévu l'hypothèse de la poursuite, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas prévoir l'hypothèse de la poursuite d'un ancien Premier ministre parce qu'un ancien Premier ministre ne vaut pas qualité, contrairement au président de la République, n'est-ce pas? Dont vous savez tous que lorsqu'il termine à exercer sa fonction, il devient qui? Sénateur à vie. Sénateur à vie. Est-ce que les constitutions devraient nécessairement prévoir la procédure à laquelle serait soumis un ancien président de la République? Devenir sénateur à vie. Non, parce que la règle de poursuite doit se conformer à la nouvelle qualité de l'agent et non à son ancienne. Et ici, si on tient compte de l'actuelle qualité de Mata Pogno, ce serait sénateur. La règle de poursuite se conforme, n'est-ce pas, à celle de la qualité actuelle de l'agent. Mais vous me direz, ne devrions-nous pas aller à la Cour de cassation? Je vous répondrai en vous disant déjà, sur cette question insidieuse, qu'on ne devrait pas aller à la Cour de cassation parce qu'il y a ce qu'on appelle l'attribution expresse des compétences. L'infraction a été commise au moment où il exerçait sa fonction et la Constitution a dit que si cette infraction est commise à ce moment-là, c'est à la Cour constitutionnelle. Et pour conclure, la loi organisant la Cour constitutionnelle prévoit, madame, que pour les infractions de droit commun dont le constituant a suspendu la poursuite et la prescription, les juridictions compétentes pour connaître du fond de ces infractions, ce sont, excusez-moi, ce sont les juridictions de droit commun. Vous me poserez aussi la question. Pourquoi les constitutions, en prévoyant que c'est les juridictions de droit commun ou le législateur n'a pas dit qu'il s'agirait bien de la Cour de cassation? Justement parce que un Premier ministre, après avoir exercé sa fonction de Premier ministre, il n'acquiert pas
les constitutions n'avaient jamais soupçonné l'existence d'une éventuelle qualité que pourrait avoir un ancien Premier ministre. C'est ainsi que si vous voulez le poursuivre, n'est-ce pas, pour l'infraction commise, pour les infractions de droit commun, commises en dehors de sa fonction. Par exemple, il a blessé son enfant à la maison. Cette infraction est commise en dehors de l'exercice de sa fonction. Où est-ce que vous allez les poursuivre? La loi dit, vous les poursuivez devant les juridictions de droit commun. Alors, la compétence à déterminer pour ces juridictions, ça relève bien entendu de la gravité de la peine, n'est-ce pas, à laquelle la gravité de la peine assortie de l'infraction. Donc, je vous ai dit, madame, que ces dispositions ne peuvent pas être tordues dans leur sens et dans leur portée réelle. Ok, alors vous aviez dit qu'il est difficile de poursuivre un ancien Premier ministre ou une personne ayant un titre honorifique. Il est difficile de poursuivre ces personnes. Mais ne pensez-vous pas que cela poussera aussi aux autres à commettre des infractions volontairement, tout en sachant qu'il n'y aura aucune poursuite? Merci beaucoup, madame. Je vous remercie tant. La question est tout à fait intelligible. Pourquoi, madame? Parce qu'elle démontre la dangerosité du raisonnement d'après lequel, puisque la Constitution a prévu l'infraction dont est passible le Premier ministre, n'est-ce pas? Oui. Et donc, par conséquent, quand il finit à exercer sa fonction, il ne peut plus être poursuivi. C'est ça les dangers. Les dangers, c'est celui-là. Les libertinages. Un Premier ministre qui dit que, écoutez, après l'exercice de ma fonction, je ne vais plus être poursuivi. Par conséquent, je peux faire comme bon me semble. Voyez-vous la dangerosité? C'est pourquoi je vous ai dit que ces raisonnements-là, si on essaie de les correspondre avec les raisonnements, avec une autre fonction, par exemple un député, un sénateur, vous savez qu'un sénateur, pour être un sénateur ou un député, pour être poursuivi, il y a des procédures préalables à laquelle ou auxquelles dépendent leurs poursuites. Si, mais quand il n'est plus sénateur, quand il n'est plus député, aucune disposition n'a dit qu'il ne peut plus être poursuivi, madame. Voyez-vous, aucune disposition. Est-ce que devrions-nous conclure à l'absence de poursuite ou à la dispense, excusez, devrions-nous conclure à la dispense absolue de poursuite? J'ai dit non. Non, pourquoi? Parce que la dispense de poursuite doit être expresse. Et pour que vous soyez dispensé de poursuite, peut-être à moins que l'infraction ait été prescrite. C'est-à-dire l'infraction ne peut plus faire l'objet d'une poursuite. Mais dans les cas sous examen, si on prend ces raisonnements-là, n'est-ce pas, on risquerait de dire, écoutez, un député commet une infraction. Quand vous avez des députés, il peut commettre une infraction. Je me rappelle de Daniel Safou, madame. Daniel Safou a tenu une injure publique. Ça a vraiment fait les tours des réseaux sociaux. Ça a sillonné tous nos téléphones. Mais c'est monsieur qui fut victime de ces injures. Dit, écoutez, Matata Pogno, dit, je vais poursuivre Daniel Safou. Nous allons dire que comme il n'est plus député et que l'infraction a été commise à l'occasion de sa fonction en tant que député, il ne peut pas être poursuivi. C'est ça la dangerosité de ces raisonnements. Ces raisonnements est tout à fait dangereux parce que elle nous incruste dans les liberticides. Mais qu'est-ce que la loi prévoit pour la loi, madame, je vous ai dit, sans qu'on puisse tordre la portée réelle et les contenus exacts des dispositions légales. Puisque un ancien Premier ministre, n'est pas un titre, moins donc, ni honorifique, encore moins un titre, je dirais, spécial, desquels dépendrait bien entendu la poursuite ou la procédure de poursuite. Madame, l'ancien Premier ministre doit être poursuivi comme un citoyen ordinaire, mais seulement si la poursuite doit se conformer, n'est-ce pas, la poursuite doit se conformer à la loi, c'est que nous allons poursuivre l'ancien Premier ministre devant la juridiction, n'est-ce pas, sa juridiction naturelle qui est la Cour constitutionnelle, parce que la compétence dans les cas sous examen est déterminée au moment de la commission de l'infraction et à partir de la nature de l'infraction commise. Nature de l'infraction commise, madame, la Constitution a bien déterminé que la Cour constitutionnelle est compétente pour juger les infractions politiques, de haute trahison, de droit commun, ainsi de suite. Bon, vous comprenez, madame, que les constitutions
a prévu une attribution expresse des compétences à la Cour constitutionnelle et cette attribution des compétences est déterminée par la nature de l'infraction et les moments de la commission de cette infraction-là. Voyez-vous, madame? Et donc, pour moi, j'estime, pour ma part, que l'ancien Premier ministre, n'est-ce pas, il est poursuivable devant la Cour constitutionnelle parce que la règle de la poursuite, on veut poursuivre, si Madame n'était pas un sénateur, ok, comme il l'était, si Madame n'était pas un sénateur, allions-nous faire quoi? Nous allions nécessairement dire que non, on ne peut plus les poursuivre. Non, je vous ai fait comprendre pour finir que si Matata Pogno, si la loi de la République a prévu que pour les infractions de droit commun, les juridictions de droit commun sont compétentes, les infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de la fonction, les juridictions de droit commun sont compétentes, c'est justement parce que la Constitution n'a pas dispensé ces gens-là de poursuite. Et puis, alors, je conclus en ces termes. Je trouve erroné les raisonnements d'après lesquels un ancien Premier ministre ne peut pas être poursuivi. Alors là, vous répondez d'une manière ou d'une autre au conseil d'avocats de Matata Pogno, précisément Maître Laurent Onyemba qui l'autre fois disait qu'il n'y a aucune juridiction compétente prévue par les lois congolaises pour suivre Matata Pogno. Mais pour chuter avec ces dossiers de Matata... C'est un raisonnement dangereux. Je dis que ce raisonnement est très dangereux. Ok, des questions simplement. Vous parlez de la procédure, de la précision de la procédure poursuivre ou bien poursuivre un ancien Premier ministre. Est-ce que pensez-vous, avec ces dossiers, cette affaire de Matata Pogno, nous sommes dans une logique formelle ou informelle dans la précision de la procédure? Est-ce qu'il y a ici précision de la procédure? Nous sommes dans quelle logique? Nous sommes dans une formalité ou bien une informalité? Non, il y a ceci, monsieur Daniel Roland. Je vous ai dit qu'il n'est pas l'heure, le fait pour les constitutions, de n'avoir pas prévu, n'est-ce pas, la procédure à laquelle dépend la poursuite d'un ancien Premier ministre. Je vous ai dit que l'ancien Premier ministre n'est pas une qualité honorifique, n'est pas un titre, de telle sorte que nous puissions absolument, monsieur Daniel Roland, chercher à tout prix la compétence et la procédure. Non, je vous ai dit, la procédure existe. La procédure, ce n'est pas la procédure d'un ancien Premier ministre, comme si vous faites de cet ancien Premier ministre une qualité spéciale. Non. Les conscients savaient qu'après l'exercice de sa fonction, il devient une personne ordinaire. Et donc, la dispense de poursuite des infractions commises pendant l'exercice de la fonction, elle est tributaire de la prescription des infractions commises à l'occasion ou pendant l'exercice de sa fonction. Et non tributaire de l'extinction de cette fonction-là des premiers ministres. Non. Et il n'y a aucune disposition qui le dit. Si nous suivons ces raisonnements-là, nous risquerons de dire aussi que pour toute personne dont les constitutions ou la loi aurait prévu la poursuite pendant l'exercice de la fonction, après l'exercice de celle-ci, on ne pourra plus être poursuivi. Voyez-vous, les raisonnements, il est tout à fait dangereux. Très dangereux, monsieur Daniel Roland. Alors, Maître Cédric, on va quitter cette thématique concernant l'ancien Premier ministre, Matata Pogno, pour parler cette fois-ci d'un ancien ministre, le ministre du Tourisme, Modéron Simba, qui lui est par devant le juge concernant les infractions qu'on l'accuse d'imputation dommageable et faux bruit, et concernant cette affaire de la mort de l'ancien ministre des Transports, ancien proche de Moïse Katumbi, Chérubin, Okende. D'abord, d'une manière spécifique, pour rester dans les comptes uniformes de cette affaire, est-ce que la Cour de cassation est-elle compétente de juger un ancien ministre ou bien un ministre en fonction si il commet une turpitude, bien sûr? Ok. Merci beaucoup, monsieur Daniel Roland. Il y a ceci. L'article 93 de la loi portant organisation du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions d'ordre judiciaire, prévoit que la Cour de cassation, madame, est compétente pour juger le membre du gouvernement, n'est-ce pas? Le membre du Sénat, de l'Assemblée nationale, il y a une litanie de personnes que la loi prévoit.
Mais, madame, l'infraction prévue, l'infraction commise, je dis bien l'infraction présomptueusement commise par Monsieur Modéron Simba, elle n'est pas commise au moment où il fit ministre. Je me fais comprendre, madame. Ce n'est pas pendant qu'il était ministre du Tourisme qu'il a commis cette infraction-là. Mais cette infraction est prétendue avoir été commise dans une période ou dans une zone transitoire, dans une période de transition, entre le fait d'avoir quitté le gouvernement et accéder, n'est-ce pas, avoir, excusez, et avoir été élu, excusez, et avoir été élu député. Pendant cette période de transition, où vous renoncez à votre qualité du membre du gouvernement, et vous êtes élu député, parce que il faut avouer que c'est par un arrêt de la Cour constitutionnelle que M. Modéron Simba, n'est-ce pas, a été, bien entendu, confirmé comme député national. Mais doit-on conclure que la Cour de cassation est compétente de connaître du fond des infractions là parce qu'est-il élu député? J'ai dit non. Non, pourquoi, M. Daniel Roland? Parce que l'article, je crois, 103 de la Constitution dispose que le mandat, je peux d'ailleurs lire ça à votre intention, avec plaisir. L'article 103 dit, 103 de la Constitution 18 février 2006 dispose: les mandats des députés nationaux, chère madame, commencent à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale et expirent à l'installation de la nouvelle Assemblée. Lorsque le mandat n'est pas encore validé, toutes les infractions que vous commettez, n'est-ce pas, doivent être jugées par leur juge naturel. Mais les avocats, bien entendu, de Modéron Simba, ils ont soulevé une exception d'inconstitutionnalité devant la Cour de cassation pour prétendre que la procédure suivie était irrégulière. Bien avant qu'ils ne soulèvent cette exception d'inconstitutionnalité, ils ont d'abord recusé l'un des membres de la composition. Je crois que c'est le président de la Chambre qui connaissait le fond de l'affaire. Et le président étant réquisé, la réquisition étant une procédure spéciale devant la Cour, ça a abouti et puis on a changé, je crois bien, la Chambre. Ils ont soulevé aussi une exception d'inconstitutionnalité. La loi dit, la Constitution, l'article 162 alinéa 2, dit que la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur l'élection d'inconstitutionnalité et bien entendu soulevée devant une juridiction par un justiciable ou par la juridiction elle-même. Mais, madame, lorsque l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée, étonné que nous sommes, la Cour de cassation a déclaré l'exception, je crois bien, je crois, il a déclaré l'exception irrécevable. La Cour de cassation. Oui. Comme si la Cour avait la compétence de statuer sur l'exception d'inconstitutionnalité. Si la Cour déclare cela irrécevable, ça veut dire que la Cour renvoie cette affaire au niveau de la Cour constitutionnelle. Non, non. Vous soulevez une exception devant la Cour. La Cour dit votre exception est irrécevable. Non, non, la Cour, excusez-moi. Ouais. La Cour n'a pas déclaré l'exception irrécevable. La Cour a joint au fond l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de Modéron Simba. En tout cas, mon raisonnement est tout à fait scientifique. Ah oui. En ce sens, monsieur Daniel Roland. Ouais, ouais. Vous savez, la Constitution dit que l'exception d'inconstitutionnalité est une exception péremptoire. C'est-à-dire, dès lors qu'on soulève cette exception, vous n'avez pas la compétence de statuer sur le fond de cette exception. Vous devez surseoir pour saisir la Cour constitutionnelle. Même si aussi... Pour interprétation, certainement. Oui, même pour savoir si en réalité, il y a l'inconstitutionnalité tient.
Parce que la Constitution, c'est la loi mère. Voilà. Et qu'aucun texte ne peut être contre cette Constitution. Mais le législateur, les constitutions, quand il prévoit l'élection des constitutionnalités, il sait que l'exception doit tenir sur une loi que la Cour veut appliquer, mais qui, prétendument, est inconstitutionnelle. Voilà. C'est ainsi que la Constitution, n'est-ce pas, a permis que le justiciable ou la juridiction elle-même puisse saisir la Cour constitutionnelle, ou bien par voie d'élection d'inconstitutionnalité ou par voie d'action. Mais regardez ce qui va se faire. Lorsque les avocats de Modéron Simba vont soulever l'élection d'inconstitutionnalité, le juge congolais de la Cour de cassation vont joindre au fond l'exception d'inconstitutionnalité. Vous voyez, madame, nous sommes dans un ordre de juridiction. Il faut que l'ordre de juridiction ou le système juridique soit cohérent. Vous avez une constitution qui vous dit que lorsqu'on soulève l'élection d'inconstitutionnalité, vous n'avez pas la compétence de connaître la constitutionnalité de l'exception soulevée. Vous n'avez qu'à surseoir à statuer et saisir la Cour constitutionnelle. Mais ici, nous assistons, n'est-ce pas? Je ne dis pas un monstre juridique. Nous assistons à une décision qui joint au fond l'élection. Pendant qu'on vous dit qu'il faut suspendre à examiner, vous vous joignez au fond. Joindre au fond, c'est-à-dire quoi? Nous allons connaître, n'est-ce pas, de cette question-là. Nous allons répondre sur la question d'élection de constitutionnalité après. Mais qu'on commence d'abord par l'affaire dont on est principalement saisi. C'est ainsi que les avocats de Modéron Simba, voyant la Cour présentant des attitudes d'une coopération FCC Cash, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait maintenant une requête en inconstitutionnalité par voie d'action contre, n'est-ce pas, l'arrêt de la Cour. Et puis contre certaines procédures parce que, monsieur Daniel Roland, Modéron Simba, il semble que l'infraction a été commise il y a 6 mois. Est-ce 6 mois que cet audio a été diffusé exactement sur les réseaux sociaux. Exactement. Maintenant, si l'infraction a été commise pendant il y a 6 mois, doit-on toujours continuer à parler de la flagrance? Parce que il faut avouer que la loi, n'est-ce pas, du 1978 sur la flagrance et autres dispose bien que l'infraction flagrante est celle, n'est-ce pas, qui se commet actuellement. À l'extrémisme, et puis on traite qui ça à est en l'extrémisme. train de se commettre, ou aussi l'infraction, n'est-ce pas, ou lorsqu'on aurait, mais aussi, il y a aussi une infraction qui est réputée flagrante. Hein. Flagrante, c'est-à-dire que lorsque vous voyez une personne porteur de feu d'armes laissant transparaître à l'idée qu'il venait de commettre une infraction, ou son polo peut être ensanglanté, vous dites non, vous venez de tuer quelqu'un par exemple. Cette infraction est réputée flagrante. Mais la réputation de la flagrance elle-même, doit-elle vraiment correspondre à quel temps? Quel est le moment à partir duquel nous pouvons dire que cette infraction commise par Modéron Simba était ou est flagrante pour que l'on puisse le poursuivre indépendamment de toute procédure? En suivant cette logique, ça veut dire qu'on sera dans une fausseté de cet argument avancé par la Cour de cassation. Parce qu'on parle de 6 mois passés, il faut attendre 6 mois pour revenir et puis juger ou bien défier Modéron Simba par devant le juge. Non, le problème est celui-ci. Il y a ce qu'on appelle, la flagrance a une implication, madame. La flagrance peut permettre au juge de vous condamner sur simple dispositif sans motiver sa décision. Et la motivation viendra après. C'est normal. La flagrance peut permettre que vous êtes député, on vous poursuit sans une autorisation du Parlement. Voyez-vous, madame? Mais une infraction commise d'il y a 6 mois, doit-on normalement parler de la flagrance? Parce que quand on dit qu'il y a flagrance, c'est-à-dire on ne va respecter aucune règle de poursuite à laquelle dépend la procédure de poursuite d'un député. C'est-à-dire on te poursuit comme un citoyen ordinaire. Mais regardez là où le bas blesse. Au-delà du fait d'avoir accepté, d'avoir inscrit la procédure de la poursuite de Modéron Simba dans un contexte de flagrance, la Cour, le procureur général près la Cour de cassation a oublié aussi que le droit, je dis bien parlementaire, prend en otage le droit pénal.
Pourquoi je dis prendre en otage? Justement parce que la Constitution dit le pouvoir, les mandats d'un député commencent à courir à partir de la validation. Non, le pouvoir, n'est-ce pas, de député commence à courir à partir de la validation de son mandat. C'est ce qu'il dit. Les mandats des députés nationaux commencent on dit bien commence. Mais écoutez, monsieur Daniel Rolland, quand on vous appelle député national, vous êtes élu député. À partir de quel moment vous devez commence à courir, n'est-ce pas, votre mandat? La loi dit, c'est à partir de la validation de pouvoir par l'Assemblée nationale. Or, Modéron Simba, bien qu'ayant été confirmé par la Cour constitutionnelle comme député national sur son arrêt, son mandat n'a pas encore été validé par l'Assemblée nationale. Son mandat n'a pas encore été validé par l'Assemblée nationale. Est-ce, doit-on dire, que la Cour de cassation est compétente parce que la Cour de cassation est compétente pour juger que le député dont les mandats ont été validés. Au nombre de personnes qui doivent juger la Cour de cassation, les députés font partie. Mais quel député? C'est les députés dont le mandat est validé parce que il se pourrait que la Cour, l'Assemblée nationale puisse ne pas valider les mandats de ces députés. Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'adviendrait-il? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si l'Assemblée nationale ne valide pas, chère madame, le mandat de Modéron Simba, c'est que sa qualité-là, il la perdrait. N'est-ce pas? Oui. Mais non, ça dit qu'il était confirmé député, mais le mandat n'est pas validé. Alors, quand le mandat n'est pas validé, qu'y a-t-il? Qu'adviendrait-il? Ça veut dire la procédure entamée et correspondait bien entendu à la qualité des députés serait biaisée. C'est une procédure erronée. C'est le cas avec... C'est le cas avec Modéron Simba parce que le mandat de Modéron Simba n'a pas encore été validé par l'Assemblée nationale. Si je comprends, maître, je vous relance. Oui. C'est ça même la cause, la motivation qui a fait que les avocats de l'accusé puissent faire recours à la Cour constitutionnelle pour ce que vous avez qualifié ici d'exception d'inconstitutionnalité. Bien entendu, parce que, chère madame, cher Daniel Rolland, c'est que nous sommes dans une période, comme je vous ai dit, transitoire entre le monsieur qui a renoncé expressement à sa fonction ou à sa qualité de ministre, membre du gouvernement, n'est-ce pas, de Samalou Condé, et à l'accès, n'est-ce pas, ou à l'accession de ces messieurs à l'Assemblée nationale. Alors, pendant cette période où il renonce et une autre période où, n'est-ce pas, il doit accéder à l'Assemblée nationale, où serait-il jugé quand il commet une infraction? Nous disons, l'infraction sera jugée par son juge naturel. Le monsieur là que vous voyez, c'est qui son juge naturel? Le juge naturel est déterminé en fonction d'abord de la peine, n'est-ce pas, qui est assortie de l'infraction. La peine, si l'imputation dommageable ainsi que le faux bruit sont des infractions que doit juger le tribunal de paix, n'est-ce pas, du lieu de la commission de l'infraction. Wow. Je me fais comprendre. Ouais. Et donc, dans les cas d'espèce, les avocats ont fait une requête en inconstitutionnalité. Ils ont dit, comme vous juge, vous tenez à tout prix à connaître du fond des infractions. C'est pourquoi le président a dit que la justice est malade. Comment ne conclurons-nous pas à la maladie, n'est-ce pas, de la justice, si la Constitution dit qu'en soulevant l'exception de constitutionnalité, vous devez surseoir à statuer, mais vous joignez cette exception au fond. Comment ne conclurons-nous pas à une justice malade lorsque le pouvoir d'un député national, n'est-ce pas, élu, ne sont pas encore validés par, le mandat n'est pas encore validé par l'Assemblée nationale, mais vous voulez connaître devant la Cour de cassation. Imaginez. Mais que faut-il faire pour guérir cette justice alors? C'est une très bonne question, madame. En tout cas, c'est regrettable. Je parle peut-être avec tant d'amertume, tant de larmes par rapport au fonctionnement de notre justice, comme le président aussi s'écœure toujours quant à son fonctionnement et a d'ailleurs clamé râler sur la maladie dont elle est caractérisée, la justice est caractérisée. Mais
il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs solutions et plusieurs mécanismes résolutoires des problèmes qui guettent la justice. Déjà, lorsque vous avez dans des cas d'espèce de magistrats, de hauts magistrats bien sûr, qui devant des cas patents, parce que vous devez savoir, monsieur Daniel Roland, nous sommes tous passés sur le même banc. Le magistrat et nous les avocats et autres, tout ça, nous sommes... les bancs de Linilou, ce sont des personnes avec qui nous sommes congénères. Les bancs. Donc, vous voyez, monsieur Daniel Roland, ça dépend, n'est-ce pas, du mot, madame, qui gangrène la justice. Vous clamez sur la corruption. Mais ici, il n'y a pas corruption. Hein. C'est que lui, monsieur Modéron Simba, d'abord, on lui attribue un audio pour dire que l'audio, la paternité de cet audio lui revient. Mais le problème n'est pas d'abord celui-là, madame. Le problème d'abord, est-ce que c'était réellement lui? Parce qu'il s'agit de l'audio. Il est surtout lui-même, il continue à nier. Il est d'autant plus vrai. Il dit qu'il ne connaît pas cet audio. Il est d'autant plus vrai, madame, que l'article, je crois, 325 de l'ordonnance portant code numérique, n'est-ce pas, reconnaît la preuve numérique. Un audio, un reportage, tout ça, ce sont des preuves, n'est-ce pas, électroniques. Et donc, on peut justement le présenter. Mais encore faut-il pour la Cour de pouvoir s'évertuer à constater, à ne pas seulement constater, n'est-ce pas, l'audio, mais à vérifier au tréfonds si la voix, n'est-ce pas, qui se dégage de cet audio appartient bien entendu à ces messieurs. Puisque lui, il nie, c'est déjà un problème. Et pourquoi la Cour doit nécessairement aller beaucoup plus vite en besogne pour connaître nécessairement les fonds du dossier? C'est là où les gens diront que la politique a une dose sur les judiciaires. Les gens risquent de dire ça. Maître, parce que vous parlez de cette loi numérique qui est en vigueur, pourquoi pas aussi la Cour à poursuivre les auteurs, les gens qui ont publié cet audio sur les réseaux sociaux? Non, en fait, le problème c'est que, vous savez, ici nous sommes dans un cas exprès où il y a des victimes express, c'est-à-dire bien déterminées. On nous dit, il semblerait que le général Ndaïwel et M. Christian Tshisekedi sont des personnes à qui on attribuerait la cause du décès de Chéribé Okende. C'est là que remonte tout. Et donc, et comme leurs noms sont cités, ils se disent être innocents, ne connaître ni les bouts ni les tenants de cette histoire. Ils préfèrent saisir, n'est-ce pas, la juridiction. Ils ont saisi la Cour de cassation et la Cour de cassation a saisi, le parquet général, le parquet général a saisi la Cour de cassation. Vous me suivez, madame? Alors, donc il y a des victimes, non? C'est ainsi que, dans votre question posée, pour que l'on puisse aboutir à cela, il faut, parce que le procureur a la compétence de chercher les infractions, de rechercher les infractions, certes, mais toutes les fois il y a des infractions qui se commettent. Est-ce que le procureur est au courant de cela? Si vous lui apportez cela par voie de la police et autres, il peut y statuer, n'est-ce pas? Parce que l'infraction ne doit pas, l'action publique pour la poursuite d'une infraction ne doit pas être déclenchée que lorsque la victime vient déposer la plainte. Non. Certes, il y a des infractions que la loi prévoit, monsieur Daniel Roland, chère madame, dont le déclenchement de l'action publique dépend expressément de la plainte préalable de la victime. C'est le cas d'adultère. Une femme qui est victime d'adultère, si vous, le procureur général soit-il, vous constatez que son mari est marié, hein, son homme est marié à lui, à elle, excusez, et qu'il sort avec d'autres femmes, il ne sera pas poursuivi. Donc, bref, je vous ai répondu à votre question que à ces sujets-là, il est question de la promptitude dans la poursuite et dans la recherche de l'infraction. Alors, pour citer avec cette émission, dernière question, on a appris que les généraux, comment il s'appelle, les commissionnaires, divisionnaires adjoints, les commandants de la ville province de Kinshasa, les généraux Blaise Limba, auraient implanté des drones partout à travers la République de la Gombe, la commune de la Gombe, pour surveiller le mouvement, parce que l'autre fois, on parlait de cette décision prise par lui, avec le ministre de l'Intérieur, d'interdire les motards de ne plus commencer à accéder dans cette commune. Vous, comment vous réagissez
en ce qui concerne cette affaire de drone dans la commune de la Gombe. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Roland. J'aurais bien voulu que nous puissions chercher à redorer le blason terni de toutes les communes, plutôt que exclusivement de la commune de la Gombe. J'aurais aussi bien voulu que le général puisse avoir une pareille vigueur, n'est-ce pas, contre le Koulouna Madame. Vous savez, jour et nuit, il y a des Koulouna qui se combattent et qui, n'est-ce pas, victimisent les quartiers et de familles. La police n'a jamais cherché à placer des drones pour situer même là où les combats se déroulent, pour contrôler à distance chaque commune, de telle sorte que lorsque viendrait, n'est-ce pas, lorsque les Koulouna viendraient à livrer des combats ou à s'aimer des troubles pour, n'est-ce pas, voler autres, commettre des malfaiteurs, que l'on puisse, madame, expressément les arrêter et les condamner. Mais le général dit, lorsque les motards entreront à Gombe, ils seront arrêtés, il y aura des preuves à l'appui, tout ça. Mais jour et nuit, les Koulouna là, il n'y a pas de drones. Hein? Je comprends peut-être que si la police n'est pas fortement motivée, chère madame, à poursuivre les Koulouna, comme toujours, peut-être c'est parce qu'il y a une crise dans la police. Vous êtes dans un état où l'encadrement des Koulouna pose problème. Non seulement ça pose problème, monsieur Daniel Roland, mais aussi la crise se traduit à partir du moment où vous confiez l'encadrement des Koulouna à un particulier. Vous avez monsieur, Jean-Marie Lokulassi, qui depuis Kabila, n'est-ce pas, depuis le président Kabila, bénéficiait chaque semaine de 200 millions de dollars, 200 millions de francs congolais, chaque semaine, pour l'encadrement des Koulouna, de telle sorte que dans les 4 semaines, ce monsieur a 1 milliard de dollars. Imaginez la propension considérable actuelle des Koulouna dans toutes les communes. Est-ce que vous comprendrez que ce monsieur reçoit 1 milliard de dollars, n'est-ce pas, pour l'encadrement des Koulouna? Si réellement le 1 milliard de dollars qu'il reçoit chaque mois, parce que 1 milliard multiplié justement par mois, fois 5 ans, ça fait combien? D'abord, en 10 mois, ça vous fait presque 12 milliards. 12 milliards. Fois 5 ans, c'est 60 milliards. 60 milliards, là, madame, il les reçoit. Là, le général Kilimbalimba, il voit aussi, hein. Il dit, écoutez, il y a une personne, chaque semaine, il bénéficie de 200 milliards. Et nous, on ne donne pas les moyens. Et puis, ce monsieur bénéficie de 1 milliard chaque mois. Mais quel est l'impact? Mais vous, l'État, vous avez, M. Jean-Marie Lokulassi n'est pas reconnu, bien entendu, par les ministères, n'est pas un organe du ministère de l'Intérieur. Le travail qu'il fait là, M. Jean-Marie Lokulassi, devait être affilié au ministère de l'Intérieur, de telle sorte qu'il puisse harmoniser tous. Il est dans l'informel. Qu'il puisse harmoniser. Comment? Parce que c'est dans la stratégie. Mais les stratégies, c'est-à-dire ce que fait M. Jean-Marie Lokulassi rentre dans la zone de compétence du ministère de l'Intérieur. Est-ce que, maître, pour chuter, je vous relance, est-ce que cela peut signifier démontrer l'incapacité de l'État congolais de mettre des stratégies en place pour encadrer ces jeunes? C'est pourquoi l'État s'est dit, bon, comme moi je suis incapable, je confie cette mission à un individu. Le président de la République, autant qu'il cherchait à déboulonner, n'est-ce pas, le système Kabila en général, il devrait aussi déboulonner certains mécanismes qui dénotent la crise des services publics. Parce que on peut certes confier à des ONG l'encadrement de Koulouna, mais il faut que cela se fasse dans les règles. Vous avez dit que l'État a les prérogatives de puissance. M. Jean-Marie Lokulassi échappe à la compétence du ministère, n'est-ce pas, de l'Intérieur. Ce n'est pas normal. Cette fonction-là d'encadrer les Koulouna autres doit être bien régulée. Le ministère de l'Intérieur doit en être au courant. On se bat ici, il faut arrêter les Koulouna et autres. Mettez ces drones aussi dans la zone comme Matete. Mettez ces drones à Tchangou, mettez ces drones. Vous savez, à Tchangou, ce sont des zones plus dangereuses que la Gombe. Madame, à Tchangou, il y a des moments où, c'est-à-dire, les véhicules ne font plus de trafic, attendant justement
que les Koulouna terminent d'abord à se battre. Vous voyez un peu nous sommes dans quel état. Donc le président peut justement, ça dit que le travail de Jean-Marie Lukulassi a montré ses limites. Ok? Le ministre de l'Intérieur, le président de la République même, s'ils veulent vraiment c'est-à-dire instituer une tranquillité publique, organiser un ordre public qui ne peut pas être troublé par des phénomènes Koulouna, ce n'est pas que de s'asseoir en conseil des ministres pour lever les moratoires. Non, c'est aussi en mettant des mécanismes et des stratégies pour détecter d'abord ces Koulouna. Créer des unités spéciales, c'est une chose, mais ces unités spéciales doivent aussi avoir les moyens de l'ère politique. Donc vous mettez, comme je vous avais dit, des drones dans ces quartiers-là, ce serait mieux. Pourquoi Gombe veut être une commune spéciale? Pourquoi? C'est toute une république. Non, c'est quelque chose qui doit être révolu. Certes, il y a eu des évolués qui y résidaient, mais on doit révolutionner les choses. Ah, Maître Cédric, des belles thématiques, des belles analyses de votre part, avec beaucoup de scientificité, beaucoup d'intelligence. C'est pourquoi on a toujours ce plaisir en tout moment, cette joie de vous appeler en tout moment, parce que vous analysez, vous donnez des opinions avec beaucoup de sincérité comme un scientifique, au-delà des clivages politiques ou bien des couleurs politiques. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir une fois encore dans cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, Maître Cédric Touba. Je vous remercie tant, Monsieur Daniel Roland et Madame. Merci, Sarah. Merci Daniel. Okay. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir. C'était le 4e numéro de cette émission. Par la grâce de Dieu, on va se retrouver demain vendredi pour un autre numéro de la semaine. Messieurs et dames, que vive la RDC. Merci au maestro James Mouka qui était à la réalisation de cette émission Le Blanc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À demain 16h pour un autre numéro de cette émission. Merci.